Bonsoir. Installez-vous confortablement et préparez-vous à vous laisser glisser vers le sommeil, bercé par les murmures du cosmos. Imaginez que vous vous réveillez un matin et que le monde extérieur est devenu 2 fois plus terne. Le soleil ne brille plus avec la même intensité, les lampadaires de la rue semblent lointains et faibles, et l'ampoule de votre chambre scintille à peine. Cela ressemble au début d'un roman de science-fiction, n'est-ce pas? Et si je vous disais que quelque chose de similaire, mais à une échelle absolument colossale, est en train de se produire actuellement dans l'ensemble de notre univers? Partout dans le monde, les astronomes font face à une énigme qui remet en question notre compréhension fondamentale du cosmos. Les données recueillies ces dernières années révèlent un fait incroyable. L'univers s'assombrit, et ce, beaucoup plus rapidement que ne le prédisaient nos modèles. Il ne s'agit pas du simple déclin progressif d'étoiles lointaines. C'est un assombrissement global et inexpliqué, comme si quelqu'un tournait lentement le bouton d'un gradateur cosmique, diminuant ainsi la luminosité totale de la création. Dans cette conférence pour le sommeil, nous allons nous aventurer au cœur de ce mystère. Nous allons prendre notre temps. Avec calme et douceur, nous examinerons comment les scientifiques sont arrivés à cette conclusion si troublante, quelles hypothèses ils avancent, et ce que cela pourrait signifier pour nous tous. Préparez-vous à vous immerger dans la plus grande énigme du XXIe siècle. Avant de nous plonger dans cette obscurité intrigante, demandons-nous, comment parvient-on à mesurer la luminosité de l'univers tout entier? Ce n'est pas une simple ampoule que l'on pourrait brancher à un voltmètre. La réponse réside dans un travail minutieux et de longue haleine. Les astronomes utilisent ce que l'on appelle la lumière extragalactique de fond. Imaginez-vous dans une pièce sombre, sans aucune source de lumière directe. Cependant, si les pièces voisines sont éclairées, leur lumière va s'infiltrer sous la porte, se réfléchir sur les murs. La pièce ne sera pas d'un noir absolu. Vous percevrez une faible lueur diffuse et généralisée. La lumière extragalactique de fond, c'est exactement cela, mais à l'échelle du cosmos. C'est la lumière cumulée de toutes les étoiles et de toutes les galaxies qui ont existé ou qui existent encore dans l'univers. Elle imprègne tout l'espace. Pour la mesurer, les scientifiques dirigent des télescopes puissants, comme Hubble, vers les portions du ciel qui semblent les plus vides. Ils accumulent les photons pendant des heures et parfois des jours provenant de ces régions sombres. En analysant cette lumière, ils sont en mesure de cartographier la luminosité globale du cosmos. Pendant des décennies, cette valeur fut considérée comme relativement stable, tenant compte d'un lent déclin prévisible lié au vieillissement des étoiles. Nous avions un modèle élégant et harmonieux, décrivant comment l'univers était né dans l'éclat aveuglant du Big Bang, puis s'était progressivement refroidi, allumant au passage des milliards d'années de soleil. Les nouvelles données ont brisé cette idylle. Il s'est avéré que la diminution de la luminosité n'était ni linéaire ni progressive. Il y a eu une sorte de saut, une chute brutale. L'univers a presque perdu la moitié de sa lumière par rapport à ce que nous observions il y a seulement quelques milliers d'années, à l'échelle cosmique. Mais d'abord, comment tout cela a-t-il commencé? Les premiers signes inquiétants sont apparus lors de l'analyse des données du projet Galaxy and Mass Assembly, ou GAMA en abrégé. C'est l'une des études du ciel les plus ambitieuses jamais menées, ayant examiné des centaines de milliers de galaxies à différentes distances de nous. L'objectif principal était de créer une carte tridimensionnelle de la distribution de la matière dans l'univers. Mais accessoirement, les scientifiques ont également mesuré la lumière émise par ces galaxies. Lorsqu'une équipe internationale d'astrophysiciens a rassemblé toutes les données, couvrant le spectre lumineux allant de l'ultraviolet à l'infrarouge lointain, une surprise de taille les attendait. Ils ont découvert que l'énergie produite par la zone de l'univers étudiée est aujourd'hui 2 fois inférieure à ce qu'elle était il y a 2 milliards d'années.
Imaginez une ville qui, en un laps de temps relativement court, se met à consommer 2 fois moins d'électricité. Le premier réflexe serait de vérifier les compteurs. C'est exactement ce que les scientifiques ont fait. Ils ont revérifié le calibrage des instruments, pris en compte toutes les marges d'erreur possibles, réexaminé les méthodes de calcul. Mais le résultat restait le même. L'univers est véritablement en train de s'épuiser. La lumière que nous observons provenant de galaxies lointaines a voyagé pendant des milliards d'années pour nous atteindre. En les regardant, nous voyons donc le passé. En comparant la lumière des galaxies plus proches, et donc plus jeunes pour nous, avec celle des galaxies lointaines, plus anciennes, les astronomes ont pu établir un graphique montrant l'évolution de la production d'énergie au fil du temps. Et ce graphique n'a pas montré un simple déclin, mais une chute spectaculaire. Cette découverte, publiée dans des revues scientifiques prestigieuses, a d'abord été accueillie avec scepticisme. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'une anomalie locale ou d'un facteur non pris en compte. Cependant, des observations ultérieures, menées avec d'autres télescopes, y compris des observatoires spatiaux de la NASA et de l'Agence spatiale européenne, n'ont fait que confirmer les conclusions initiales. L'univers traverse bel et bien une phase de déclin énergétique. Il plonge lentement, mais sûrement, dans le crépuscule. Attention, cela ne signifie pas que le Soleil va s'éteindre demain. Il s'agit ici de valeurs moyennes à l'échelle du cosmos. Mais le simple fait de ce processus a poussé les scientifiques à en chercher la cause. Et c'est là que les choses sont devenues passionnantes. L'hypothèse la plus simple et la plus évidente que les scientifiques ont commencé à étudier était ce qu'on appelle une hypothèse de surface. Et si la lumière avait du mal à voyager jusqu'à nous? Et si l'espace intergalactique était devenu plus poussiéreux? Nous avons l'habitude d'imaginer le cosmos comme un vide parfait, un espace absolument stérile. Mais la réalité est un peu différente. Le milieu intergalactique est en fait rempli de gaz raréfiés, de particules élémentaires et, oui, de poussière cosmique. Cette poussière se compose de minuscules particules de silicate et de graphite éjectées lors d'explosions de supernovas ou par les vents stellaires de géantes rouges vieillissantes. Chaque grain de poussière est un obstacle microscopique sur le chemin de la lumière. Pris isolément, il est presque indétectable, mais lorsque des billions de ces grains se trouvent sur le trajet d'un photon, l'effet devient considérable. La lumière est alors absorbée et diffusée, ce qui fait que les objets lointains nous paraissent plus faibles et plus rouges. Cet effet est connu sous le nom de rougissement. L'hypothèse était que, pour une raison inconnue, la quantité de cette poussière intergalactique avait soudainement augmenté. Peut-être un cataclysme global s'était-il produit, comme une série massive d'explosions de supernovas dans l'Antiquité, qui aurait obscurci l'espace. Ou alors, les propriétés de la poussière elle-même auraient changé, la rendant plus apte à absorber la lumière. Cette idée séduisait par sa simplicité. Elle ne nécessitait pas de révision des lois fondamentales de la physique. Elle suggérait simplement que nous avions sous-estimé l'encrassement de l'univers. Pour vérifier cette hypothèse, les astronomes ont cherché les traces de ce fameux rougissement. Si la poussière était en cause, elle devait absorber la lumière bleue plus fortement que la lumière rouge. Par conséquent, les spectres des galaxies lointaines devaient être systématiquement décalés vers le rouge, et ce, plus que ce que l'expansion cosmologique seule pouvait expliquer. Des mesures minutieuses ont alors été lancées. Les scientifiques ont comparé les couleurs de milliers de galaxies situées à la même distance, mais dans des directions différentes. Si un unique nuage de poussière existait, il aurait dû les affecter toutes de manière similaire. Or, les résultats se sont révélés contradictoires. L'effet de rougissement était bien visible dans certaines directions, mais totalement absent dans d'autres. Le tableau général ne correspondait pas.
La poussière ne pouvait pas être l'explication universelle. Bien que l'hypothèse de la poussière cosmique n'ait pas pu expliquer l'intégralité du phénomène, elle a incité les chercheurs à une analyse plus approfondie. Et si le problème n'était pas que la lumière est bloquée, mais qu'elle est produite en quantité moindre dès le départ? Ceci a donné naissance à la deuxième théorie majeure, le ralentissement du rythme de formation des étoiles. L'univers n'est pas statique. Les étoiles y naissent et y meurent continuellement. Les nouvelles étoiles se forment à partir de gigantesques nuages de gaz et de poussière qui se contractent sous l'effet de leur propre gravité. Au cœur de ces nuages, la température et la pression augmentent jusqu'à ce qu'une réaction thermonucléaire se déclenche et un nouveau soleil s'allume dans le ciel. Ce processus fut particulièrement intense dans l'univers jeune. Environ 3 à 4 milliards d'années après le Big Bang, à cette époque, les galaxies étaient saturées de gaz et les étoiles y naissaient comme des petits pains. Les astronomes appellent cette ère le midi cosmique. Cependant, avec le temps, les réserves de madide et de matériel de construction, le gaz libre, ont commencé à s'épuiser. Ce gaz a soit été utilisé pour former des étoiles, soit expulsé des galaxies par les puissantes explosions de supernovas. En conséquence, le taux de formation stellaire a commencé à diminuer progressivement. C'est un processus bien connu et anticipé depuis longtemps. Notre propre galaxie, la Voie lactée, a d'ailleurs dépassé son pic d'activité il y a bien longtemps. Selon les modèles, l'univers aurait dû s'éteindre lentement et en douceur, au fur et à mesure que les vieilles étoiles brûlent leurs dernières réserves et que les nouvelles se font de plus en plus rares. Mais et si ce processus ne se déroulait pas comme prévu? Et si, pour une raison inconnue, la formation d'étoiles avait ralenti beaucoup plus brusquement que nous ne le pensions? Il est possible qu'un mécanisme qui nous échappe supprime activement la naissance de nouvelles étoiles dans les galaxies actuelles. On pense, par exemple, aux trous noirs supermassifs au centre des galaxies. Lorsqu'ils absorbent activement de la matière, ces trous noirs éjectent de puissants jets d'énergie, les jets, qui chauffent et dispersent le gaz environnant, l'empêchant de se condenser pour former des étoiles. Il se pourrait que l'activité de ces trous noirs ait été sous-estimée dans un passé récent. Ils auraient pu littéralement stériliser leur galaxie, mettant fin à la naissance de nouvelles générations d'astres. Ceci peut être illustré par la comparaison de deux types de galaxies, la galaxie spirale, remplie de jeunes étoiles bleues, et la galaxie elliptique, composée principalement de vieilles étoiles rouges. L'assombrissement observé pourrait signifier que l'univers est en train de passer massivement du premier état au second. L'hypothèse d'une chute brutale de la formation stellaire semble plausible, mais elle n'est pas sans faille. La question centrale est celle-ci. Pourquoi ce déclin s'est-il produit avec une telle rapidité et de manière si synchronisée à travers l'immense volume de l'univers observable? Les galaxies sont des systèmes isolés qui mènent leur propre existence. Il est difficile d'imaginer un mécanisme capable de les forcer à éteindre toutes leurs pouponnières stellaires au même moment. C'est comme si, d'un jour à l'autre, toutes les villes du monde cessaient de voir naître des enfants. Un tel effet synchronisé exige l'intervention d'un facteur global qui pénètre et influence tout. Et c'est là que nous entrons sur le territoire du plus grand mystère de la physique moderne, celui de l'énergie noire. L'énergie noire est une forme d'énergie hypothétique qui serait responsable de l'expansion accélérée de l'univers. Nous ignorons sa nature exacte, mais nous en constatons les manifestations. Elle agit comme une antigravité, repoussant les galaxies les unes des autres à une vitesse toujours croissante. Selon le modèle cosmologique standard, la densité de l'énergie noire dans l'univers est constante. Elle ne varie pas dans le temps. Cette propriété est décrite par la fameuse constante cosmologique que, notons-le, Albert Einstein avait initialement introduite dans ses équations avant de la rejeter. Mais que se passerait-il s'il avait eu tort? Et si l'énergie noire n'était pas une constante? Et si sa force changeait au fil du temps?
Il existe des modèles théoriques selon lesquels l'énergie noire pourrait s'intensifier. L'un de ces modèles décrit ce que l'on appelle l'énergie fantôme. Si sa densité augmente, alors l'accélération de l'expansion de l'univers ne ferait pas que se poursuivre. Elle s'amplifierait de manière exponentielle, telle une avalanche. Finalement, dans plusieurs dizaines de milliards d'années, la force de l'énergie noire deviendrait si colossale qu'elle pourrait déchirer les liens gravitationnels au sein des galaxies, des systèmes stellaires, et même mettre en pièces les atomes eux-mêmes. Ce scénario a reçu le nom de Big Rip, ou Grand Déchirement. Mais avant cette fin apocalyptique, d'autres événements, moins dramatiques, pourraient survenir. L'intensification de l'énergie noire pourrait directement influencer le taux de formation stellaire. L'espace en expansion étire les nuages de gaz, les empêchant d'atteindre la densité critique nécessaire à l'effondrement gravitationnel et, par conséquent, à la naissance des étoiles. Si l'énergie noire est récemment entrée dans une phase plus active, cela pourrait être l'interrupteur global qui a simultanément ralenti la formation d'étoiles à travers l'univers. Le déclin lumineux que nous observons serait alors le premier signe annonciateur du Big Rip imminent. Cette hypothèse est, il faut l'admettre, à la fois fascinante et terrifiante. Elle transforme une simple observation astronomique en une potentielle prédiction de la fin de toute chose. Pour l'heure, ce n'était qu'une théorie, mais elle nous oblige à reconsidérer les forces fondamentales qui régissent notre monde. Poursuivant notre exploration des recoins les plus mystérieux de la cosmologie, nous ne pouvons ignorer un autre acteur fondamental sur la scène cosmique, la matière noire. Si l'énergie noire tend à repousser l'univers, la matière noire, elle, le maintient au contraire uni. C'est une substance invisible, qui n'émet ni n'absorbe aucune lumière, mais qui exerce une force gravitationnelle puissante. Nous sommes certains de son existence, car nous observons son influence sur le mouvement des étoiles au sein des galaxies et sur l'organisation des amas galactiques. Sans la matière noire, les galaxies se disloqueraient tout simplement, le peu de matière visible n'étant pas suffisant pour maintenir les étoiles sur leurs orbites. La matière noire représente environ 27% de la masse énergie totale de l'univers, soit près de 5 fois plus que la matière baryonique ordinaire, celle qui nous compose, et tout comme pour l'énergie noire, nous ignorons encore presque tout de sa nature. Nous faisons l'hypothèse qu'elle est constituée de particules élémentaires exotiques et encore inconnues. Le modèle standard postule que la matière noire est stable. Elle ne se désintègre pas et n'interagit avec rien, à part la gravitation. Mais que se passerait-il si cette hypothèse était fausse? Certaines théories alternatives suggèrent que les particules de matière noire pourraient être instables. Elles se désintégreraient, alors lentement, se transformant en d'autres particules plus légères, comme des neutrinos ou même des photons. Si une telle désintégration se produisait, elle s'accompagnerait nécessairement d'une libération d'énergie. Intuitivement, cela devrait rendre l'univers plus lumineux et non plus sombre. Pourtant, d'autres scénarios existent. Par exemple, la matière noire pourrait ne pas se désintégrer, mais s'annihiler lors de la collision de ces particules. Elle pourrait aussi interagir avec la matière ordinaire de manière que nous n'avons pas encore pu anticiper. Imaginons un modèle hypothétique où la matière noire pourrait basculer dans un nouvel état et commencer à absorber la lumière. Ou peut-être que sa désintégration donnerait naissance à certaines particules agissant comme des catalyseurs, accélérant la transformation du gaz interstellaire en cette poussière cosmique qui obscurcit la lumière des étoiles. Le lien entre l'assombrissement de l'univers et les propriétés de la matière noire reste pour l'instant purement spéculatif. Nous n'avons aucune preuve directe de cette hypothèse, mais elle ouvre une nouvelle voie de recherche majeure. Si nous parvenions à prouver que les propriétés de la matière noire évoluent avec le temps, ce serait une révolution en physique, et l'atténuation observée de la lumière cosmique pourrait bien être la première preuve observationnelle de cette révolution. Les scientifiques
recherchent activement des signes indirects de la désintégration de la matière noire. Par exemple, un excès de rayons gamma ou de positrons émanant du centre de notre galaxie, là où la densité de matière noire est censée être maximale. Pour l'heure, les résultats sont ambigus, mais les recherches se poursuivent. Lorsque toutes les explications habituelles atteignent leurs limites, les esprits les plus audacieux se mettent à poser les questions les plus fondamentales. Et si le problème ne résidait pas dans l'univers lui-même, mais dans la manière dont nous appréhendons ses lois? Et si cet assombrissement n'était pas un processus physique réel, mais simplement une illusion, causée par le fait que nos concepts de base en physique sont erronés? C'est la voie la plus radicale et la plus ardue à vérifier. Elle exige une remise en question des socles sur lesquels repose l'intégralité de la cosmologie moderne. L'un de ces socles est la relativité générale d'Einstein qui décrit la gravité. L'autre est le modèle standard de la physique des particules. Nous avons l'habitude de considérer ces théories comme immuables, mais l'histoire des sciences nous rappelle que toute théorie a des limites d'applicabilité. Peut-être qu'à l'échelle cosmologique, les lois de la nature fonctionnent légèrement différemment. Rappelons-nous de la vieille hypothèse de la lumière lumière fatiguée, réfutée depuis longtemps. Au début du XXe siècle, lorsque le décalage vers le rouge des galaxies fut découvert, certains scientifiques, dont Fritz Zwicky, avaient avancé qu'il était causé non par l'expansion de l'univers, mais par le fait que les photons perdaient leur énergie en chemin, simplement à cause de leur vieillissement. Cette idée fut réfutée par les observations, car elle ne pouvait expliquer bien d'autres effets cosmologiques, comme la luminosité de certains types de supernovae. Mais que se passerait-il s'il existait un mécanisme, encore inconnu, d'interaction entre la lumière et l'espace-temps lui-même? Et si le vide n'était pas aussi vide que ça, et qu'après avoir traversé des milliards d'années-lumière, la lumière finissait par perdre une partie de son énergie, se transformant par exemple en ondes gravitationnelles ou en d'autres particules? Si un tel effet existait et que son intensité avait récemment augmenté, cela pourrait créer l'illusion que les galaxies lointaines sont devenues plus faibles. Une autre piste possible réside dans la modification de la théorie de la gravité. Il existe de nombreuses théories alternatives, comme MOND, pour dynamique newtonienne modifiée, ou les théories impliquant des dimensions spatiales supplémentaires. Dans certains de ces modèles, la constante gravitationnelle pourrait varier dans le temps ou en fonction de la densité de la matière. Un tel changement influencerait la dynamique de l'expansion de l'univers et, par conséquent, la manière dont nous percevons la luminosité des objets lointains. Évidemment, toute nouvelle théorie devrait non seulement expliquer l'assombrissement de l'univers, mais aussi être en accord avec toutes les autres observations astronomiques du mouvement des planètes dans le système solaire au rayonnement fossile. C'est une tâche extrêmement ardue. Mais la simple possibilité que nous soyons au seuil d'une nouvelle physique inspire toute une génération de théoriciens. Le mystère du cosmos obscurci pourrait bien détenir la clé de la prochaine révolution scientifique. Pour répondre à cette énigme cosmique, les astronomes placent d'immenses espoirs dans leur nouvel instrument phare, le télescope spatial James Webb. Lancé fin 2021, Webb est le successeur de Hubble, mais avec des capacités bien supérieures, surtout dans le spectre infrarouge. Pourquoi est-ce si crucial pour notre problématique? Premièrement, Webb peut remonter beaucoup plus loin dans le passé de l'univers. Son miroir immense et ses détecteurs ultra-sensibles lui permettent de capter la lumière des toutes premières galaxies, celles qui se sont formées seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Cela nous donne l'occasion de retracer l'histoire de la formation stellaire, pratiquement depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui, en comparant les données de Webb sur l'univers primitif avec celles de Hubble et d'autres télescopes sur les époques plus tardives. Nous pourrons établir une courbe de production d'énergie incroyablement précise et détaillée dans le temps. Nous pourrons déterminer si cette chute de luminosité fut un saut abrupt ou un processus plus graduel, entamé il y a longtemps.
nous serons capables d'identifier précisément le moment de l'histoire cosmique où s'est produit ce point de rupture. Deuxièmement, Webb est idéalement conçu pour l'étude de cette fameuse poussière cosmique. La lumière infrarouge traverse bien mieux les nuages de poussière que la lumière visible. En observant les galaxies dans le domaine infrarouge, Webb peut littéralement voir au travers des voiles de poussière et mesurer le taux réel, et non apparent, de formation d'étoiles en leur sein. De plus, la poussière elle-même, en absorbant la lumière des étoiles, se réchauffe et émet à son tour dans l'infrarouge lointain. Webb est capable de capter ce rayonnement thermique et ainsi de mesurer directement la quantité de poussière dans les galaxies lointaines. Cela nous permettra de confirmer ou d'infirmer définitivement l'hypothèse de l'assombrissement de l'univers. Et troisièmement, Webb possède des capacités spectroscopiques sans précédent. Il peut décomposer la lumière des objets lointains en un spectre d'une résolution extrêmement élevée. Cela permet de mesurer avec précision la composition chimique du gaz, sa vitesse de déplacement et les conditions physiques des zones de formation stellaire. Ces données pourraient fournir la clé pour comprendre quel mécanisme exact inhibe la naissance de nouvelles étoiles, qu'il s'agisse de l'activité des trous noirs ou d'une autre cause. Les premiers résultats de Webb ont déjà révélé de nombreuses surprises, montrant que les galaxies primitives étaient plus massives et plus développées que ne le prévoyaient les modèles théoriques. Il est fort probable que dans les années à venir, ce télescope nous apportera la réponse à la question de savoir pourquoi l'univers s'assombrit. La science n'est pas une vérité figée ou monolithique, mais un processus vivant et bouillonnant, riche en débats et en controverses, et le mystère du faiblissement de l'éclat de l'univers ne fait pas exception à la règle. Au sein de la communauté scientifique, les avis divergent quant aux causes de ce phénomène. Divers groupes de chercheurs défendent ardemment leurs propres hypothèses, étayées par des arguments toujours plus novateurs. Les partisans de la théorie du déclin de la formation stellaire s'appuient sur les données issues de l'observation de galaxies spécifiques. Celles-ci révèlent que dans beaucoup d'entre elles, particulièrement les galaxies elliptiques massives, le processus de création de nouvelles étoiles a été presque totalement interrompu. Pour eux, il s'agit d'un processus naturel de vieillissement de l'univers qui s'est peut-être avéré plus rapide que prévu. Leurs opposants, défenseurs de l'hypothèse de la poussière cosmique, rétorquent qu'il est impossible de juger de l'ensemble de l'univers sur la base de quelques échantillons. Ils soulignent que de nombreuses galaxies en pleine formation stellaire sont masquées par d'épais nuages de poussière. Selon eux, nous ne percevons tout simplement pas une part significative de la jeunesse de l'univers, et si l'on prend en compte cette lumière cachée, alors il n'y aurait peut-être pas de déclin aussi brutal. Le débat s'intensifie davantage quand on aborde les questions d'énergie noire et de matière noire. Les physiciens théoriciens qui élaborent des modèles exotiques voient dans cette énigme l'occasion de confirmer leurs idées les plus audacieuses. Ils bâtissent des constructions mathématiques complexes, liant l'atténuation de l'éclat cosmique à une modification des constantes fondamentales, voire à l'existence de nouveaux champs ou de nouvelles particules. Les astronomes observateurs, quant à eux, accueillent ces théories avec une grande prudence. Ils exigent des preuves plus solides et font remarquer que beaucoup de ces modèles sont trop souples. Ils peuvent être ajustés pour expliquer pratiquement n'importe quoi. Il existe également un camp de sceptiques qui estime que l'intégralité du problème pourrait être due à des erreurs systématiques, que ce soit dans les observations ou dans leur interprétation. Il rappelle que mesurer la lumière de fond extragalactique est une tâche d'une complexité ahurissante. Il faut filtrer la lumière émise par les étoiles de notre propre galaxie, la lumière zodiacale, le reflet du Soleil sur la poussière du système solaire et une multitude d'autres interférences. Une simple erreur dans la prise en compte de l'un de ces facteurs
pourrait facilement mener à un faux résultat. Ce débat scientifique n'est pas un signe de faiblesse, bien au contraire. C'est une preuve de la robustesse de la méthode scientifique. C'est du choc des différents points de vue, de la constante vérification mutuelle, que naît la nouvelle connaissance. Chaque hypothèse est mise à l'épreuve, chaque détail est analysé au microscope. Et quelle que soit la réponse finale, elle sera le fruit de cette intense bataille intellectuelle. Oublions un instant les formules et les graphiques, et penchons-nous sur ce que cette découverte signifie pour nous à un niveau plus profond, plus philosophique. Savoir que l'univers, notre vaste demeure, est en train de s'éteindre lentement, provoque inévitablement des sentiments mitigés. D'un côté, cette connaissance nous inspire l'humilité. Elle nous rappelle la fugacité de notre existence à l'échelle du cosmos. L'ère des étoiles brillantes, celle qui a rendu possible l'apparition de la vie sur Terre, n'est qu'une brève parenthèse dans la longue histoire de l'univers. Nous vivons une époque bénie, un printemps cosmique, mais il sera inévitablement suivi d'un long, froid et sombre hiver cosmique. Cette idée peut sembler oppressante. Tout ce que nous construisons, toutes nos réalisations, l'histoire même de l'humanité, finira par se dissoudre dans l'obscurité glaciale d'un univers moribond. Dit, mais d'un autre côté, cette même prise de conscience peut nous remplir à la fois d'un profond respect et d'un sens aigu des responsabilités. Nous sommes les enfants des étoiles, nés des cendres laissées par leur mort, et nous avons l'opportunité unique d'être les témoins de cette grandiose fresque cosmique. Nous sommes cette infime partie de l'univers capable de se comprendre elle-même et de réaliser son propre destin. Cela nous impose une sorte d'obligation, celle d'étudier, de comprendre et d'apprécier le monde dans lequel nous vivons. Nous sommes peut-être la seule audience de ce spectacle cosmique. Notre devoir est de ne pas détourner le regard, mais d'observer attentivement, même si le dénouement s'annonce mélancolique. De plus, cette énigme nous montre une fois de plus à quel point notre savoir est limité. Nous avons l'habitude d'être fiers de nos avancées scientifiques, de nos télescopes capables de sonder 13 milliards d'années-lumière dans le passé. Pourtant, une observation apparemment si simple, la lumière est devenue plus faible, déconcerte les plus grands esprits de la planète. L'univers reste plein de mystères, et derrière chaque horizon découvert nous attendent de nouvelles énigmes encore plus surprenantes. Et c'est peut-être dans cette quête incessante de connaissances, dans ce voyage sans fin de l'ignorance au savoir, que réside le sens profond de notre existence. L'univers a beau s'assombrir, la lumière de la raison humaine qui s'efforce de le comprendre, elle, continue de briller. Et si ce que nous observons n'était pas un processus d'extinction linéaire, mais simplement l'une des phases d'un immense cycle cosmique, l'idée d'une cyclicité de l'univers est aussi vieille que le monde. De nombreuses cultures et systèmes philosophiques anciens partageaient cette intuition. Le cosmos ne se contente pas d'aller du point A au point B, mais traverse des cycles récurrents de naissance, de mort et de renaissance. La cosmologie moderne, elle, adhère majoritairement au modèle linéaire, le Big Bang, l'expansion, suivi soit par un refroidissement éternel, la mort thermique, soit par une contraction menant au retour au point de départ, le Big Crunch. Pourtant, des modèles cycliques existent, cherchant à concilier les données scientifiques actuelles avec cette ancienne intuition. L'une des plus célèbres est la théorie de l'univers ekpyrotique ou cyclique, développée par Paul Steinhart et Neil Turok. Selon cette théorie, notre univers tridimensionnel n'est qu'une brane, dérivée de membranes, flottant dans un espace multidimensionnel. De temps à autre, notre brane entre en collision avec une autre brane parallèle. Chaque choc initie un nouveau Big Bang, lançant un nouveau cycle d'évolution cosmique. Dans ce modèle, l'expansion de l'univers est suivie d'une lente contraction, mais sans atteindre une singularité, juste jusqu'au moment de la collision suivante.
Comment cela pourrait-il être lié à l'assombrissement que nous observons? Il est possible que nous soyons actuellement dans une phase du cycle où la dominance de l'énergie noire, responsable de l'expansion accélérée, touche à sa fin. Son effet pourrait faiblir, laissant place aux forces gravitationnelles qui commenceraient lentement à contracter l'univers. Ce changement dans l'équilibre des forces pourrait entraîner une suppression de la formation d'étoiles et une diminution générale de la luminosité. Ainsi, l'assombrissement ne serait pas le signe d'une mort définitive, mais plutôt le prélude d'une expiration cosmique avant une nouvelle inspiration. Une autre variante du modèle cyclique suggère que les constantes physiques fondamentales, telles que la vitesse de la lumière ou la constante gravitationnelle, pourraient lentement évoluer au cours d'un cycle. L'affaiblissement de la lumière que nous observons pourrait être la conséquence de cette variation qui s'inverserait lors d'une phase ultérieure. Pour l'instant, ces concepts restent marginaux dans la pensée scientifique. Ils sont extrêmement difficiles à vérifier, exigeant l'existence d'objets exotiques tels que des dimensions supplémentaires et des brânes. Néanmoins, ils nourrissent notre réflexion et nous rappellent que notre avenir n'est peut-être pas aussi prévisible et univoque qu'il y paraît. Après tout, l'obscurité que nous observons n'est peut-être pas la fin, mais juste le calme avant une nouvelle aube. De l'Ephaménine. Pendant que les théoriciens échafaudent leurs modèles, les astronomes observateurs poursuivent leur travail méticuleux de collecte de preuves. Pour percer le mystère de l'assombrissement de l'univers, il ne suffit pas de constater le phénomène. Il est crucial de trouver d'autres indices indépendants qui pointeraient vers une cause spécifique. C'est une véritable chasse scientifique aux données. L'une des pistes principales consiste à étudier la distribution et les propriétés du gaz intergalactique. Si l'hypothèse de la suppression de la formation stellaire est correcte, nous devrions observer des changements dans ce gaz. Il devrait devenir plus chaud et plus diffus, car il est agité ou chauffé par les jets de trous noirs ou d'autres processus énergétiques. Les astronomes l'étudient en analysant les spectres de quasars lointains. La lumière d'un quasar traversant les nuages de gaz intergalactiques en route vers la Terre laisse des empreintes dans son spectre, des lignes d'absorption. Grâce à ces lignes, il est possible de déterminer la température, la densité et la composition chimique du gaz à différentes époques de l'histoire cosmique. En comparant ces véritables annales cosmiques, les scientifiques essaient de comprendre comment les conditions propices à la naissance des étoiles ont évolué. Un autre indice capital pourrait se cacher dans le rayonnement fossile, aussi appelé le fond diffus cosmologique, FDC, l'écho du Big Bang. Ce rayonnement imprègne l'univers entier et transporte des informations sur son état lorsqu'il n'avait qu'environ 380 000 ans. Si des processus énergétiques globaux se sont produits dans un passé relativement récent, par exemple, la désintégration massive de la matière noire ou une modification des propriétés de l'énergie noire, cela devrait avoir laissé de faibles traces ou des distorsions sur la carte du rayonnement fossile. Des sondes spatiales, comme Planck, ont établi des cartes incroyablement détaillées de ce rayonnement, et les scientifiques les étudient minutieusement à la recherche d'anomalies qui pourraient être corrélées avec l'assombrissement observé. Une autre approche essentielle est la recherche de ce que l'on appelle les chandelles standards à de très grandes distances. Les chandelles standards sont des objets astronomiques dont la luminosité intrinsèque est parfaitement connue. Les plus célèbres sont les supernovae de type Ia. En mesurant leur luminosité apparente, nous pouvons déterminer avec précision la distance qui nous en sépare. C'est d'ailleurs grâce à ces supernovas que l'accélération de l'expansion de l'univers a été découverte. Si nous parvenons à localiser et à mesurer un nombre suffisant de ces supernovas dans des galaxies extrêmement lointaines, nous pourrons établir une carte ultra précise de l'expansion de l'univers et vérifier si la densité de l'énergie noire a changé au fil du temps. Ce travail
exige des efforts considérables et une coordination mondiale des observatoires. Mais c'est lui qui pourrait fournir la pièce à conviction décisive dans cette grande enquête cosmique. Revenons plus en détail sur l'hypothèse du ralentissement de la formation d'étoiles. Nous avons déjà évoqué l'épuisement des réserves de gaz dans les galaxies, mais ce n'est qu'une facette du problème. L'autre aspect, tout aussi crucial, c'est l'efficacité avec laquelle le gaz se transforme en étoile. Il s'avère qu'une grande quantité de gaz dans une galaxie ne garantit pas la naissance de nouvelles étoiles. La formation stellaire est un processus très fragile et capricieux. Pour qu'il démarre, le nuage de gaz doit refroidir et devenir suffisamment dense pour que la gravité l'emporte sur la pression interne. Or, de nombreux facteurs peuvent entraver cela. L'un des principaux ennemis de la formation stellaire est ce qu'on appelle la rétroaction stellaire. Lorsque les premières étoiles massives naissent, elles impactent fortement leur environnement. Par leur rayonnement intense et leur vent stellaire, elles chauffent et dispersent le gaz environnant. Et lorsqu'elles explosent en supernova et à la fin de leur courte vie, l'onde de choc peut même balayer le gaz de régions entières de la galaxie. C'est un paradoxe. La formation d'étoiles crée elle-même des conditions qui empêchent la poursuite de ce processus. Ce mécanisme d'autorégulation aurait dû mener à une diminution progressive de l'activité. Mais nous avons peut-être sous-estimé sa puissance. Le rôle des trous noirs supermassifs est particulièrement critique. Aujourd'hui, nous savons qu'ils résident au cœur de presque toutes les grandes galaxies. Il existe un lien direct entre la masse d'un trou noir et celle de la région centrale de sa galaxie. Cela indique que la croissance du trou noir et celle de la galaxie sont deux processus intimement liés. Lorsqu'un trou noir consomme activement du gaz, il devient un quasar, l'un des objets les plus lumineux de l'univers. L'énergie libérée par ce quasar est colossale. Elle peut non seulement chauffer le gaz de la galaxie, mais aussi l'éjecter complètement dans l'espace intergalactique. Ce mécanisme est appelé rétroaction du noyau actif de galaxie, ou AGN feedback. Si l'univers a connu récemment un pic d'activité de ces noyaux, cela pourrait expliquer l'arrêt brutal et généralisé de la formation stellaire. Les galaxies se seraient, en quelque sorte, stérilisées elles-mêmes, ayant soit épuisé, soit éjecté tout leur matériel de construction. Nous observons aujourd'hui les conséquences de cette catastrophe cosmique, le lent déclin d'étoiles vieillissantes sans espoir d'être remplacées. Toute la cosmologie moderne se fonde sur le principe cosmologique. Celui-ci stipule qu'à grande échelle, l'univers est homogène et isotrope. En d'autres termes, peu importe la direction dans laquelle nous regardons, nous devrions observer à peu près la même chose. Il n'y a ni centre, ni bord privilégié. Pourtant, de récentes observations viennent remettre en question ce principe fondamental. Et si l'univers n'était pas aussi uniforme que nous le pensions? Et si, par un hasard étrange, nous vivions dans une région particulière, voire anormale? Imaginons, par exemple, que notre système solaire et les galaxies proches se trouvent à l'intérieur d'une gigantesque bulle, une région à faible densité de matière. Un tel vide, ou void en anglais, aurait pu se former très tôt dans l'univers suite à des fluctuations de densité purement aléatoires. Si nous sommes au centre d'un tel vide, notre perception de l'univers s'en trouverait faussée. Nous observerions que les galaxies lointaines semblent s'éloigner de nous plus vite que prévu. Pourquoi? Parce que la matière plus dense située à l'extérieur de la bulle nous repousse davantage. Cela pourrait créer l'illusion d'une expansion accélérée, l'effet même que l'on a attribué à l'énergie noire. Quel est le rapport avec l'affaiblissement de la luminosité cosmique? Si nous sommes dans une zone de densité anormalement basse, le nombre d'étoiles et de galaxies autour de nous serait naturellement inférieur à la moyenne de l'univers. Ce que nous percevons comme un assombrissement global pourrait n'être qu'un effet purement local lié à notre malheureuse position.
En substance, nous vivrions dans un village cosmique et jugerions du monde entier uniquement par ses lumières tamisées, sans apercevoir l'éclat des lointaines mégalopoles. Cette idée, connue sous le nom d'hypothèse du vide géant, est très débattue dans la communauté scientifique. Pour la vérifier, il faudrait établir des cartes extrêmement précises de la répartition des galaxies dans différentes directions et à différentes distances. Si nous résidons bien dans une bulle, nous devrions en déceler les bords. Une zone où la densité des galaxies augmenterait brutalement. Certaines données, comme des anomalies dans le rayonnement fossile, notamment ce qu'on appelle le point froid, indiquent indirectement l'existence possible de telles structures gigantesques. Si cette hypothèse se confirmait, nous devrions non seulement revoir les causes de l'assombrissement de l'univers, mais aussi toute notre compréhension de l'énergie noire. Il se pourrait même qu'elle n'existe pas du tout et que tout ne soit qu'une question d'hétérogénéité cosmique. La découverte du déclin de luminosité de l'univers modifie profondément notre vision de son destin ultime. Pendant longtemps, la cosmologie n'envisageait que deux scénarios majeurs. Le premier est le Big Crunch, ou le Grand Implosion. Si la densité moyenne de matière est suffisamment élevée, la gravité finira par stopper l'expansion, puis l'inverser. Les galaxies se rapprocheront, la température montera, et l'univers tout entier s'effondrera finalement en un point hyper dense, similaire à celui d'où il est issu. Le second est la mort thermique. Si la densité de matière s'avère insuffisante pour freiner l'expansion, celle-ci se poursuivra indéfiniment. Les galaxies s'éloigneront, les étoiles s'éteindront, la matière se désintégrera et l'univers deviendra un lieu froid, sombre et vide, où plus rien ne se passe. La découverte de l'énergie noire et de l'expansion accélérée a rendu le deuxième scénario, la mort thermique, beaucoup plus probable. Mais cette découverte a aussi engendré une troisième option, beaucoup plus exotique, que nous avons déjà évoquée, le Big Rip, ou grand déchirement provoqué par l'énergie noire fantôme. Alors, comment cette nouvelle découverte vient-elle modifier le tableau? Si l'assombrissement est dû à une chute spectaculaire du taux de formation d'étoiles, cela ne fait qu'accélérer l'arrivée de la mort thermique. L'univers deviendra sombre et froid bien plus tôt que prévu. L'ère stelligère, l'époque des étoiles, sera donc plus brève. Les dernières étoiles s'éteindront et le cosmos sombrera dans les ténèbres, ne laissant derrière lui que des trous noirs, des étoiles à neutrons et des naines blanches refroidies. Azili. La Podovtiaba. Si, en revanche, l'hypothèse d'un changement dans les propriétés de l'énergie noire est la bonne, alors tout devient bien plus intéressant. Si sa densité augmente, le Big Rip nous attend. Mais si elle s'affaiblit, ou parvient même à changer de signe, le scénario du Big Crunch redevient envisageable. Nous pourrions nous trouver à un moment charnière où l'expansion cède la place à la contraction. Et si les modèles cycliques sont exacts, l'assombrissement actuel ne serait qu'un prélude à une nouvelle naissance. En conclusion, répondre à la question « Pourquoi l'univers s'assombrit-il » n'est pas seulement une affaire de curiosité scientifique, c'est la clé pour comprendre le destin final de toute chose. En étudiant la lumière des galaxies lointaines, nous essayons, en substance, de lire le dernier chapitre du livre de la création, et pour l'instant, nous ignorons si ce chapitre connaîtra une fin heureuse, un dénouement tragique, ou s'il se terminera par des points de suspension annonçant une nouvelle histoire encore à écrire. Abordons l'hypothèse de la poussière cosmique sous un angle nouveau. Nous avons déjà mentionné que sa distribution inégale n'expliquait pas, à elle seule, l'effet global que nous observons. Mais que se passerait-il si ce n'était pas la quantité de poussière qui avait changé, mais ses propriétés intrinsèques? La composition de la poussière cosmique n'est jamais stable. Elle est directement liée au type d'étoiles qui dominait à une époque donnée. Les étoiles jeunes et massives, par exemple, produisent des éléments lourds, au-delà de l'hélium, qu'elles éjectent dans l'espace lors d'explosions de supernovas.
Ces éléments, carbone, oxygène, silicium, sont les briques essentielles des grains de poussière. Les étoiles plus anciennes et moins massives, comme notre Soleil, enrichissent également le milieu interstellaire en fin de vie, en éjectant leurs enveloppes externes, mais avec un jeu d'éléments différents. Il est plausible que, dans l'histoire récente de l'univers, nous ayons assisté à un changement dans le type dominant de producteur de poussière. Par exemple, l'ère des étoiles massives se serait achevée et la contribution majeure viendrait désormais des étoiles d'âge moyen en fin de vie. Cela modifierait la taille moyenne, la forme et la composition chimique des grains. Or, ces paramètres déterminent directement la manière dont la poussière interagit avec la lumière. À titre d'exemple, des particules de graphite plus grosses peuvent absorber la lumière sur un spectre de longueur d'onde beaucoup plus large et plus efficacement que de minuscules grains de silicate. Si, pour une raison quelconque, un processus d'agglomération avait débuté à travers l'univers, transformant de petits grains en de plus gros agrégats, cela pourrait augmenter l'opacité globale de l'espace intergalactique, même si la masse totale de poussière restait inchangée. C'est un effet subtil et complexe, incroyablement difficile à vérifier par l'observation. Il faudrait être capable de déterminer à distance les propriétés exactes de la poussière dans des galaxies situées à des milliards d'années-lumière. Cependant, certaines méthodes existent. L'analyse de la polarisation de la lumière qui traverse les nuages de poussière, par exemple, peut nous renseigner sur la forme et l'orientation des grains. Les futurs télescopes, plus puissants, pourraient être en mesure d'effectuer ces mesures et ainsi valider ou infirmer cette hypothèse élégante, bien que très nuancée. Tout cela nous ramène à l'idée que l'univers est un système complexe et en constante évolution, où des processus allant des réactions nucléaires au cœur des étoiles à la microphysique de grains de poussière de taille submicronique sont intimement liés. Revenons à l'idée que nous habitons une région spéciale de l'univers, mais examinons-la sous un angle différent. Et si, au lieu d'être dans une bulle, un vide, nous étions au contraire dans une zone de densité accrue, un filament ou un mur de la structure à grande échelle? À l'échelle la plus vaste, l'univers ressemble à une toile d'araignée gigantesque. Les galaxies et les amas de galaxies forment de longs filaments qui se croisent en des nœuds denses. Entre ces structures s'étendent d'énormes régions vides, appelées vides cosmiques. Nous savons que notre galaxie, la Voie lactée, appartient à l'amas local, qui fait lui-même partie du superamas de la Vierge, lequel est inclus dans une structure encore plus grandiose nommée l'Aniakea. Autrement dit, nous ne sommes clairement pas installés dans la région la plus vide du cosmos. Comment cette densité locale pourrait-elle influencer nos observations? La lumière qui nous parvient des galaxies lointaines doit traverser ces structures denses. La gravité des amas de galaxies et des filaments agit comme une lentille gigantesque, déformant et amplifiant la lumière des objets distants. C'est ce que l'on appelle l'effet de lentille gravitationnelle. Nous observons et exploitons constamment cet effet pour étudier les galaxies éloignées. Mais que se passerait-il si nous sous-estimions l'impact réel de cette toile cosmique sur la luminosité globale du ciel? Il se pourrait que notre environnement local super dense focalise sur nous la lumière des régions lointaines de l'univers, la rendant artificiellement plus brillante que la réalité. Et si l'assombrissement que nous observons n'était pas un processus cosmique, mais plutôt la conséquence du fait que nous, avec toute notre Laniakea, sommes en train de sortir d'une partie particulièrement dense de ce filament pour nous diriger vers une zone plus clairsemée? Notre lentille cosmique s'affaiblirait et nous commencerions à voir l'univers tel qu'il est réellement, plus faible. Cette hypothèse remet également en question le principe cosmologique. Elle suggère que ce que nous observons n'est pas nécessairement représentatif de l'univers dans son ensemble. Pour la vérifier, il est essentiel d'établir des cartes tridimensionnelles encore plus précises et détaillées
de la distribution de la matière dans les centaines de millions d'années-lumière qui nous entourent. Nous devons comprendre comment notre superamas se déplace exactement par rapport à cette structure à grande échelle. Zemes a dit, ce travail est déjà en cours et ses résultats pourraient nous obliger à revoir radicalement l'interprétation des données concernant la luminosité de l'univers. Peut-être que l'obscurité n'est pas en train d'arriver, mais que nous sortons simplement d'une zone d'éclairage artificielle. Outre celle déjà mentionnée, il existe d'autres hypothèses, plus exotiques, qui tentent d'expliquer l'énigme de cet univers qui s'assombrit. Ces idées se trouvent à l'extrême limite de la physique théorique contemporaine et flirtent souvent avec la science-fiction. Mais qui sait, la vérité pourrait bien se cacher dans l'une d'elles. L'une de ces théories concerne la nature même du vide. En physique quantique, le vide n'est pas une vacuité absolue. Il est rempli de paires de particules et d'antiparticules virtuelles qui naissent et s'annihilent constamment. Cette mousse quantique possède une énergie, et c'est précisément cette énergie du vide que de nombreux physiciens assimilent à l'énergie noire. Le modèle standard suppose que les propriétés du vide sont immuables. Mais que se passerait-il si le vide pouvait exister sous différentes phases, tout comme l'eau peut être solide, liquide ou vapeur? Notre univers pourrait se trouver dans un état appelé le faux vide. C'est un état métastable qui peut perdurer très longtemps, mais pas indéfiniment. À un moment donné, suite à une fluctuation quantique aléatoire, une transition de phase pourrait se déclencher en un point de l'espace. Le vide basculerait alors vers un état d'énergie plus faible, l'état du vrai vide. Cette transition se propagerait à la vitesse de la lumière. Une bulle de ce nouveau vide s'étendrait, engloutissant tout sur son passage. À l'intérieur de cette bulle, des lois de la physique complètement différentes entreraient en vigueur, rendant impossible l'existence de la matière telle que nous la connaissons. Il se pourrait que l'assombrissement que nous observons soit un signe avant-coureur d'une telle transition de phase. Non pas la transition elle-même à laquelle nous ne pourrions survivre, mais plutôt une modification des propriétés de notre faux vide, qui le rend moins stable et impacte la propagation de la lumière. C'est sans doute l'hypothèse la plus terrifiante de toutes, car elle implique que notre univers pourrait cesser d'exister sans le moindre avertissement, à tout instant. Une autre idée exotique est liée à l'hypothèse de l'univers holographique. Cette théorie avance que notre espace tridimensionnel n'est en réalité qu'un hologramme, une projection d'informations enregistrées sur une surface bidimensionnelle à la frontière de l'univers. Si tel était le cas, les lois de la physique et l'espace-temps lui-même ne seraient pas fondamentaux, mais plutôt émergents. Ils découleraient de règles plus simples régissant cette information de base. Peut-être qu'un changement dans ces règles fondamentales est à l'origine des effets macroscopiques que nous observons, tels que l'assombrissement du cosmos. Quelle que soit l'hypothèse qui s'avérera exacte, le mystère du noircissement de l'univers a déjà eu un impact majeur sur la planification des futures missions et expériences astronomiques. Il a tracé une direction nouvelle et précise pour la recherche des prochaines décennies. Cela concerne avant tout la construction de nouveaux télescopes, qu'ils soient terrestres ou spatiaux. Sur Terre, des observatoires gigantesques sont en construction, comme l'Extremely Large Telescope, ULT, au Chili, et le télescope de 30 mètres, TMT, à Hawaï. Avec leurs miroirs colossaux de 39 et 30 mètres de diamètre respectivement, ils capteront beaucoup plus de lumière que n'importe quel instrument actuel. Ceci leur permettra d'étudier des galaxies extrêmement lointaines et peu lumineuses avec une finesse incroyable, tout en analysant la composition du milieu intergalactique avec une précision inédite. Dans l'espace, le lancement de plusieurs missions est prévu, spécifiquement conçues pour l'étude de l'énergie noire et de la structure à grande échelle de l'univers. On pense notamment au télescope spatial européen Euclide et à l'observatoire américain Nancy Grace Roman Space Telescope.
Leur objectif principal est de dresser des cartes tridimensionnelles de la répartition de milliards de galaxies. Ces cartes nous permettront de vérifier le principe cosmologique, de localiser des vides cosmiques et des filaments gigantesques, et de mesurer comment le taux d'expansion de l'univers a évolué au fil du temps. Ces données seront un test décisif pour de nombreuses théories, allant des modèles d'énergie noire dynamique aux hypothèses concernant notre position privilégiée dans l'univers. Votri. Par ailleurs, une nouvelle génération d'expériences de détection de la matière noire, menée loin sous la surface de la Terre, prendra en compte la possibilité de sa désintégration ou de son annihilation. Les scientifiques ne chercheront plus seulement une collision directe entre des particules de matière noire et des détecteurs, mais aussi des signes indirects, des produits de désintégration comme les neutrinos ou les rayons gamma. C'est peut-être dans ces données que se cache la clé du mystère. En conclusion, cette énigme astronomique agit comme un puissant moteur de progrès technologique et scientifique. Elle nous pousse à créer des instruments toujours plus performants et à élaborer des théories toujours plus sophistiquées, repoussant ainsi les limites de notre connaissance. Faisons une expérience de pensée. Imaginons que nous soyons une super-civilisation vivant dans 1 billion d'années. À quoi ressemblera notre univers à ce moment-là? Selon les modèles actuels, fondés sur le scénario de la mort thermique, le tableau est plutôt sombre. L'expansion accélérée aura poussé toutes les galaxies au-delà de notre groupe local, qui aura probablement fusionné en une seule galaxie elliptique géante, loin derrière l'horizon cosmologique. Le ciel sera pratiquement vide. Les dernières étoiles, les naines rouges, se seront éteintes, ne laissant derrière elles que des naines blanches refroidies, des étoiles à neutrons et des trous noirs. L'univers sombrera dans une obscurité presque totale et un froid proche du zéro absolu. C'est ce que l'on nomme l'ère de la dégénérescence, mais ce n'est pas encore la fin. Sur des échelles de temps encore plus vastes, de l'ordre de 10 puissance 40 années, 10-40 ans, les protons, selon certaines théories de la grande unification, pourraient commencer à se désintégrer. Cela signifie que toute la matière baryonique, celle qui compose les planètes et les étoiles refroidies, s'évaporera progressivement, se transformant en rayonnement et en leptons. Les seuls objets macroscopiques qui subsisteront dans l'univers seront les trous noirs. Mais même ceux-là ne sont pas éternels. Grâce au rayonnement de Hawking, les trous noirs vont très lentement s'évaporer, perdant leur masse. Les trous noirs supermassifs, au centre des anciennes galaxies, prendront un temps inimaginable pour le faire, de l'ordre de 10 puissance 100 années, 10 ans. Mais finalement, ils s'évaporeront eux aussi. Après cela, le R sombre commencera. L'univers ne sera plus qu'un vide quasi absolu, rempli uniquement de photons reliques, de neutrinos, et peut-être de particules stables comme les électrons et les positons. Toute structure organisée aura disparu. Le temps lui-même perdra son sens. L'assombrissement de l'univers que nous observons aujourd'hui n'est que le tout premier pas, à peine perceptible, sur ce long chemin vers le néant. C'est le premier rappel que même le cosmos a son histoire, avec son commencement et sa fin. Nous vivons dans sa période la plus lumineuse et la plus tumultueuse. Nous devrions donc chérir chaque photon de lumière qui nous parvient des étoiles lointaines. Car un jour, cette lumière s'éteindra pour toujours. Quand on examine le problème de l'affaiblissement de la luminosité, il est crucial de saisir la distinction entre la lumière que nous voyons et l'énergie totale produite par l'univers. Ce n'est pas systématiquement la même chose. La majeure partie de l'énergie générée lors de la formation des étoiles est émise dans le domaine ultraviolet par les étoiles jeunes et chaudes. Cependant, cette lumière UV ne nous parvient pas souvent directement. Elle est absorbée par les nuages de poussière au sein même des galaxies. Cette poussière se réchauffe et réémet l'énergie, mais cette fois dans le domaine du proche et lointain infrarouge. C'est pourquoi,
Pour obtenir un portrait complet du bilan énergétique de l'univers, il est impératif de l'observer sur toutes les longueurs d'onde, allant des rayons gamma aux ondes radio. C'est exactement ce qui a été réalisé avec le projet Gamma et les études qui ont suivi. Les scientifiques ont compilé les données de dizaines de télescopes différents, chacun opérant dans son propre domaine. Ils ont, en quelque sorte, effectué un audit comptable complet de l'énergie cosmique. La conclusion était sans appel, c'est la production totale d'énergie qui diminue. Il ne s'agit pas simplement d'un effet où la lumière nous parviendrait moins bien ou aurait été décalée dans un autre spectre. Le problème se situe au niveau de la centrale électrique elle-même. Les générateurs, c'est-à-dire les étoiles, fonctionnent moins efficacement ou sont moins nombreux. Cette clarification majeure permet d'écarter certaines hypothèses. Par exemple, si le problème provenait uniquement d'un changement dans les propriétés de la poussière, nous devrions observer une baisse de la luminosité ultraviolette et, inversement, une augmentation dans l'infrarouge, car la poussière réémettrait plus d'énergie. Or, les observations révèlent que le déclin se produit dans tous les spectres, bien qu'à des vitesses différentes. Ceci confirme que la racine du problème réside dans le processus fondamental qui alimente l'univers. La fusion thermonucléaire au cœur des étoiles. Cette compréhension réduit considérablement le champ d'investigation et nous pousse à nous concentrer sur ces questions. Pourquoi les étoiles naissent-elles moins souvent ou pourquoi les nouvelles générations d'étoiles sont-elles en moyenne moins massives et donc moins lumineuses que leurs prédécesseurs? La réponse se trouve probablement dans l'écosystème complexe des galaxies, où s'entremêlent la gravité, l'hydrodynamique du gaz et le feedback des étoiles et des trous noirs. Attardons-nous plus longuement sur le rôle de l'énergie noire, car il s'agit de l'une des hypothèses les plus intrigantes et ayant les implications les plus vastes. Nous avons l'habitude de la concevoir comme une force constante, uniformément répartie dans tout l'espace. Or, la physique théorique propose de nombreux modèles où l'énergie noire est un champ dynamique, comparable au champ électromagnétique ou gravitationnel. Un tel champ est désigné sous le nom de quintessence. Contrairement à la constante cosmologique, la densité d'énergie de ce champ peut varier à la fois dans le temps et dans l'espace. Elle pourrait lentement glisser vers son minimum d'énergie, à l'image d'une bille dévalant un paysage vallonné. En fonction de la topographie de ce champ, son comportement peut être extrêmement varié. Il peut ainsi induire des périodes d'expansion accélérée, suivies de phases de décélération. Mais comment cela pourrait-il expliquer le ternissement ou l'assombrissement des galaxies? Imaginons que ce champ de quintessence ne fasse pas qu'influencer l'expansion de l'univers, mais qu'il interagisse également, même faiblement, avec la matière ordinaire. Par exemple, il pourrait modifier l'efficacité de la compression gravitationnelle des nuages de gaz. Si ce champ est récemment passé à un nouvel état, cela aurait pu modifier simultanément et instantanément la dynamique de la formation stellaire à l'échelle de l'univers entier. Il pourrait, par exemple, avoir accru la pression effective du gaz, l'empêchant de s'effondrer sur lui-même. Cette idée est extrêmement séduisante pour les théoriciens, car elle permettrait d'expliquer d'un seul coup plusieurs énigmes cosmologiques majeures. Par exemple, ce qu'on appelle le problème de la coïncidence. Pourquoi la densité d'énergie noire et la densité de matière sont-elles, à l'époque actuelle, du même ordre de grandeur? Si elles interagissent, il ne s'agirait plus d'une simple coïncidence fortuite, mais bien du résultat de leur évolution conjointe. Bien entendu, ce ne sont pour l'instant que des hypothèses. Nous n'avons aucune preuve directe de l'existence d'un champ de quintessence, et encore moins de son interaction avec la matière. Mais ces modèles illustrent à quel point les questions les plus fondamentales de la physique peuvent être étroitement liées. Le mystère des galaxies qui s'estompent pourrait s'avérer être une fenêtre sur un secteur de la réalité totalement inexploré, dont nous ne soupçonnions même pas l'existence. L'étude approfondie de ce phénomène pourrait nous mener à comprendre la véritable nature de cette force mystérieuse qui régit le destin de notre univers.
Pour comprendre ce ralentissement de la formation d'étoiles, il est essentiel d'aborder un autre facteur majeur, l'évolution chimique de l'univers. Les premières étoiles étaient composées presque exclusivement d'hydrogène et d'hélium, les éléments forgés lors du Big Bang. C'est en leur cœur et lors de leur explosion que des éléments plus lourds, que les astronomes appellent métaux, sont nés. Chaque génération d'étoiles suivantes était légèrement plus riche en ces métaux que la précédente. C'est ce qu'on appelle l'enrichissement chimique. Quel est le lien avec la naissance de nouvelles étoiles? Il s'avère que les métaux jouent un rôle clé dans le refroidissement des nuages de gaz. Les atomes des éléments lourds peuvent émettre efficacement de l'énergie thermique, ce qui permet aux nuages de se refroidir, de se contracter et de se fragmenter en étoiles individuelles. Dans un gaz dépourvu de métaux, ce processus est beaucoup moins efficace. Paradoxalement, plus il y a de métaux dans le gaz, plus il est facile d'y former des étoiles, surtout les moins massives. Mais il y a un revers à la médaille. L'augmentation de la métallicité peut aussi entraîner la formation d'une plus grande quantité de poussière. Or, la poussière, comme nous le savons, peut bloquer la lumière et empêcher le refroidissement ultérieur des noyaux les plus denses des nuages. De plus, la composition chimique influence le cycle de vie des étoiles. Celles qui présentent une haute métallicité possèdent des couches externes plus opaques, ce qui modifie leur structure et leur évolution. Elles vivent un peu plus longtemps et génèrent un vent stellaire plus puissant. Il est possible que l'assombrissement que nous observons soit lié au fait que l'univers a atteint un niveau critique d'enrichissement chimique. La métallicité du gaz dans les galaxies est devenue si élevée qu'elle a modifié le régime de formation stellaire. Par exemple, il pourrait y avoir une prépondérance de la naissance d'étoiles moins massives et, par conséquent, moins lumineuses. Ou alors, l'augmentation de la quantité de poussière est devenue plus efficace pour supprimer la naissance d'étoiles dans les régions les plus actives. Il s'agit d'un problème complexe et multifactoriel, dont le résultat dépend d'un équilibre délicat entre le refroidissement, le chauffage, la gravitation et la rétroaction. Pour y voir clair, les scientifiques élaborent des modèles informatiques sophistiqués qui simulent l'évolution de galaxies entières sur des milliards d'années. En comparant les résultats de ces simulations avec les observations réelles, ils tentent de déceler le paramètre clé qui a récemment changé et qui est à l'origine de l'effet que nous observons. Abordons la question de l'échelle. Quand on affirme que la moitié de l'univers s'est assombrie, on pourrait croire qu'un interrupteur géant a été actionné. En réalité, il s'agit d'un effet extrêmement subtil, décelable uniquement par l'analyse de volumes massifs de données. La variation de la luminosité n'est que de fractions de pourcent par an. Cependant, après des milliards d'années, cet effet cumulé devient tout à fait significatif. Pour illustrer cela, prenons l'exemple du vieillissement humain. Chaque jour, nous changeons très légèrement des modifications imperceptibles. Mais si vous comparez une photo d'une personne à 20 ans et à 60 ans, la différence saute aux yeux. Il en va de même pour l'univers. Nous l'observons à différents âges, en regardant des galaxies situées à des distances variées. On constate que l'univers sexagénaire, c'est-à-dire les galaxies les plus proches de nous, est beaucoup plus faible en lumière que l'univers vingtenaire, constitué des galaxies lointaines dont la lumière a mis beaucoup de temps à nous parvenir. Le problème, c'est que ce processus de vieillissement s'accélère plus vite que ne le prévoyaient nos modèles démographiques cosmologiques. C'est comme si l'univers avait vieilli prématurément. Un autre aspect crucial de l'échelle concerne la signification exacte de cette moitié de l'univers. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une division géographique. Cela signifie que l'énergie totale émise par unité de volume d'espace a diminué de moitié au cours des 2 derniers milliards d'années. Il s'agit d'une moyenne statistique. Dans certaines unités, les galaxies actives, avec une forte formation d'étoiles, la lumière brille encore intensément,
Dans d'autres, comme les vieilles galaxies elliptiques mortes, elle s'est éteinte depuis longtemps. L'effet observé indique que l'équilibre a basculé en faveur des secondes. Les processus menant à la mort d'Oroka des galaxies ont commencé à dominer ceux qui maintenaient leur vie. Il est important de bien saisir cette échelle pour éviter toute panique. Notre Soleil continuera de briller pendant encore environ 5 milliards d'années, et ce phénomène n'aura absolument aucune incidence sur la vie de l'humanité dans un avenir prévisible. Mais pour la science, pour notre compréhension des lois fondamentales de l'univers, cette découverte est d'une importance capitale. C'est comme si un chercheur étudiant le vieillissement découvrait soudain que tous les humains sur Terre commençaient à vieillir 2 fois plus vite. Cela l'obligerait à revoir toutes ses connaissances en biologie. L'un des moyens les plus fiables de vérifier l'hypothèse d'une modification des propriétés de l'énergie noire est l'étude de ce qu'on appelle les oscillations acoustiques baryoniques, BAO. Mais de quoi s'agit-il exactement? Au début de l'univers, lorsqu'il n'était qu'une soupe chaude et dense de particules et de rayonnements, des ondes sonores se propageaient dans ce plasma, comme des ondulations à la surface de l'eau après qu'on y a jeté une pierre. Ces ondes ont créé de légères densifications de la matière. Quand l'univers s'est refroidi et est devenu transparent, ces ondes ont été, pour ainsi dire, figées. Elles ont laissé une empreinte caractéristique dans la distribution de la matière, une sorte de règle standard. Nous observons que les galaxies ont tendance à s'agencer à une distance particulière les unes des autres, distance qui correspond au rayon de ces ondes sonores. Cette distance est d'environ 500 millions d'années-lumière. Étant donné que nous connaissons la taille réelle de cette règle, nous pouvons l'utiliser pour mesurer les distances dans l'univers et, par conséquent, pour retracer l'histoire de son expansion. En mesurant la taille angulaire apparente de cette règle à différentes distances, c'est-à-dire à différentes époques, nous pouvons reconstituer avec une grande précision la façon dont la vitesse d'expansion a évolué. Cette méthode est indépendante des chandelles standards, comme les supernovae, ce qui en fait un outil puissant et autonome. Des projets tels que le Sloan Digital Sky Survey, SDSS, et le Dark Energy Spectroscopic Instrument, DESI, ont déjà cartographié la position de millions de galaxies et de quasars pour repérer ces oscillations. Titan. Si l'énergie noire n'est pas une constante cosmologique, mais qu'elle varie dans le temps, cela devrait se manifester dans les données des BAO. Nous devrions observer des déviations dans l'histoire de l'expansion par rapport à ce que prédit le modèle standard. Pour l'instant, les données s'alignent avec une grande précision sur le modèle standard, où l'énergie noire est une constante. Cependant, la précision des mesures ne cesse d'augmenter. De futures campagnes d'observation, qui cartographieront des dizaines de millions de galaxies, nous permettront de tester cette hypothèse avec une rigueur encore plus grande. Si elle détecte des déviations, ce sera une véritable révolution. Dans le cas contraire, nous devrons chercher l'explication de l'accélération de l'expansion de l'univers dans d'autres processus astrophysiques plus complexes. Quoi qu'il en soit, la règle cosmique des BAO reste l'un de nos atouts majeurs dans cette quête scientifique. Revenons à l'hypothèse fascinante que nos lois physiques pourraient être incomplètes. L'un des plus grands défis de la physique théorique moderne est sans doute ce que l'on nomme le problème de l'ajustement fin. De nombreuses constantes fondamentales, comme la masse de l'électron, la constante gravitationnelle ou la valeur de la constante cosmologique, possèdent des valeurs qui semblent incroyablement précises et calibrées pour permettre l'existence d'un univers complexe et de la vie. Si ces valeurs étaient même légèrement différentes, les étoiles ne s'allumeraient pas, les éléments lourds ne se formeraient pas, ou l'univers se serait soit effondré immédiatement, soit il se serait étendu si rapidement que la matière n'aurait jamais pu former de galaxies. Plusieurs approches, à la fois philosophiques et scientifiques, tentent de résoudre ce dilemme. L'une d'elles est le principe anthropique, qui stipule que nous observons cet univers précis
simplement parce que nous n'aurions pas pu émerger dans un autre. Une autre approche est la théorie du multivers, qui postule l'existence d'une infinité d'univers régis par des lois physiques différentes, et nous vivons simplement dans l'un des heureux hasards. Mais il existe une troisième voie. Et si ces constantes n'en étaient pas, elles pourraient en réalité changer lentement, évoluant au même rythme que l'univers lui-même. Si tel est le cas, l'assombrissement que nous observons pourrait être une conséquence directe de cette évolution. Par exemple, une légère modification de la constante de structure fine, qui régit la force de l'interaction électromagnétique, pourrait radicalement altérer le déroulement des réactions nucléaires au cœur des étoiles, les rendant beaucoup moins efficaces. De même, un changement dans la constante gravitationnelle impacterait directement la formation des étoiles à partir des nuages de gaz. La recherche de variations possibles dans ces constantes fondamentales est menée depuis longtemps. Les scientifiques analysent les spectres de quasars lointains, cherchant des indices montrant que, dans le passé, les transitions atomiques se sont produites avec des valeurs de constantes légèrement différentes. Les résultats de ces recherches sont, pour l'instant, extrêmement contradictoires et frôlent la limite de sensibilité de nos méthodes. Cependant, s'il était prouvé qu'au moins une de ces constantes fondamentales varie dans le temps, ce serait une découverte comparable en importance à la théorie de la relativité. Et le mystère de cet univers en perte de luminosité pourrait bien devenir l'une des toutes premières preuves observationnelles de cette vision du monde passionnante. Il est fascinant d'examiner le problème de l'obscurcissement de l'univers sous l'angle de l'information. Selon certaines théories, l'information est une entité du monde aussi fondamentale que l'énergie et la matière. L'univers est, en substance, un ordinateur quantique gigantesque qui traite l'information en permanence. Mais qu'est-ce que l'information dans ce contexte? C'est, fondamentalement, le degré d'ordre ou de complexité d'un système. La naissance d'une étoile, la formation d'un système planétaire, l'émergence de la vie, tous ces processus génèrent droit des structures complexes et ordonnées, augmentant de fait la quantité d'informations. D'un autre côté, le second principe de la thermodynamique stipule que l'entropie, ou la mesure du chaos dans un système clos, tend toujours vers son maximum. Cela signifie qu'avec le temps, toute structure ordonnée est destinée à se dégrader et l'information à se perdre. Ces deux processus, la création d'informations, la négentropie, et sa destruction, l'entropie, sont en lutte perpétuelle. Il est possible que l'ère de formation stellaire active ait été la période où les processus de création d'informations dominaient l'univers. La gravité a rassemblé la matière dispersée pour former des structures complexes, les étoiles et les galaxies. Mais maintenant que les réserves de carburant pour ces processus s'épuisent, le second principe de la thermodynamique commence à prendre le dessus. L'entropie entre dans ses droits. L'assombrissement que nous observons n'est pas qu'une simple diminution de la production d'énergie. C'est peut-être le signe que l'univers passe de sa phase de création à sa phase de désagrégation. La vitesse de traitement de l'information ralentit. Les structures complexes commencent à se dégrader. Bien sûr, il s'agit d'une vision très philosophique des choses, difficile à traduire en formules mathématiques rigoureuses. Mais elle nous permet d'appréhender ce problème dans un contexte bien plus large. L'obscurcissement de l'univers n'est pas qu'un simple phénomène astrophysique. Ce pourrait être la manifestation de la loi la plus fondamentale de la nature, le passage implacable du temps qui va de l'ordre au chaos. Et nous sommes les témoins du moment où ce grand balancier a basculé dans l'autre direction. Dans toute recherche scientifique, et c'est particulièrement vrai pour des effets aussi subtils, il existe toujours un risque d'être victime de biais cognitifs ou d'erreurs systématiques. L'histoire de l'astronomie regorge d'exemples où des découvertes sensationnelles se sont avérées n'être que des artefacts. Il suffit de se souvenir des célèbres canaux martiens
finalement une simple illusion d'optique, ou de la détection de neutrinos plus rapides que la lumière, dont l'origine fut un simple câble mal connecté. Alors, peut-on affirmer avec certitude que l'assombrissement de l'univers est un effet réel et non une illusion du même genre? Les scientifiques abordent cette éventualité avec le plus grand sérieux. C'est la raison pour laquelle tant de temps et d'efforts sont investis dans la vérification croisée des données récoltées par divers instruments et via de multiples méthodes. SDOEDIS. Les données du projet Gamma ont été comparées à celles du Sloan Digital Sky Survey, ainsi qu'aux observations des télescopes spatiaux, Hubble, Spitze, Herschel et de nombreux autres instruments. L'ensemble de ces données pointe globalement vers la même tendance. Ce recoupement réduit considérablement la probabilité que le biais provienne d'un seul outil spécifique. La question la plus épineuse concerne toutefois les méthodologies d'analyse. Pour mesurer la luminosité globale, il était nécessaire de s'appuyer sur de nombreuses hypothèses et modèles. Par exemple, comment intégrer correctement l'absorption de la lumière à l'intérieur des galaxies elles-mêmes? Comment extrapoler les données obtenues sur une zone limitée du ciel à l'intégralité de l'univers? Comment traduire de manière cohérente la brillance observée via différents filtres en production totale d'énergie? Chacune de ces étapes peut dissimuler une légère erreur systématique qui, en s'accumulant, pourrait aboutir à un résultat erroné. C'est ce qui explique l'intensité des discussions au sein de la communauté scientifique. Différentes équipes analysent les mêmes données en utilisant des approches légèrement variées, puis confrontent leurs résultats. Pour l'heure, le consensus général tend à confirmer la réalité de cet effet. Mais cette certitude absolue n'interviendra qu'avec la nouvelle génération de télescopes, lesquels permettront des mesures aux marges d'erreur infimes et nécessitant beaucoup moins d'hypothèses de modélisation. La science est un cheminement lent et prudent vers la vérité, et sur cette voie, il est essentiel de toujours préserver une place pour le doute. Imaginons un instant que l'hypothèse la plus simple soit la bonne. L'univers est tout simplement en train d'épuiser le carburant nécessaire à la formation des étoiles. Le gaz se raréfie, les nouvelles étoiles se font de plus en plus rares, et les anciennes finissent de brûler. Que cela signifierait-il pour l'existence potentielle de la vie dans le futur? À première vue, les perspectives sont sombres. Moins d'étoiles signifie moins de systèmes planétaires. Moins d'étoiles massives, c'est aussi moins d'éléments lourds, indispensables à toute biochimie. L'univers devient objectivement moins hospitalier. Pourtant, certains scientifiques adoptent une vision plus optimiste. Ils soulignent que les époques les plus turbulentes de formation stellaire n'étaient peut-être pas idéales pour l'émergence de la vie. Les fréquentes explosions de supernovas et le puissant rayonnement des jeunes étoiles auraient pu littéralement stériliser les jeunes planètes. Un univers plus calme, plus mûr, pourrait même constituer un environnement plus propice. Le défi majeur du lointain futur restera cependant l'extinction progressive des étoiles à longue durée de vie, les naines rouges. Elles peuvent briller pendant des trillions d'années, bien plus longtemps que des étoiles de la taille de notre Soleil. C'est probablement autour d'elles que se concentreront les derniers foyers de vie dans l'univers. Mais même, elles finiront par s'éteindre. Est-ce le point final définitif pour toute vie et toute intelligence? Pas nécessairement. Le physicien Freeman Dyson et d'autres penseurs ont envisagé des scénarios de survie pour l'avenir le plus lointain. Des supercivilisations pourraient apprendre à exploiter d'autres sources d'énergie. Par exemple, elles pourraient capter l'énergie extraite de la rotation des trous noirs via le fameux processus de Penrose. Une autre option serait d'apprendre à vivre sous forme de structures informationnelles, nécessitant peu d'énergie, adaptées à un univers en refroidissement constant, et ralentissant leur métabolisme et leur pensée. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle de Dyson. Bien sûr, cela dépasse largement les limites de la science actuelle.
Mais ces réflexions suggèrent que même dans un univers qui s'éteint et s'assombrit lentement, l'histoire n'est peut-être pas terminée. L'obscurcissement du cosmos est un défi, non seulement pour notre compréhension, mais, à terme, pour notre survie en tant qu'espèce. C'est un rappel qu'à cette échelle de temps, si nous voulons un avenir, nous devrons maîtriser l'énergie et la matière à un niveau que nous qualifierions aujourd'hui de divin. En fin de compte, l'énigme de l'assombrissement de l'univers est une magnifique démonstration de la façon dont fonctionne la méthode scientifique. Tout commence par une observation inattendue qui ne correspond pas à l'image que nous avons du monde. Cette observation, rendue possible par de nouveaux instruments plus performants, vient immédiatement remettre en question la théorie établie. C'est là que commence le processus de génération d'hypothèses. Les scientifiques proposent une multitude d'explications possibles, allant des plus conservatrices aux plus radicales. Chacune de ces hypothèses débouche sur des prédictions spécifiques. Par exemple, l'hypothèse de la poussière prédit un rougissement de la lumière, tandis que celle d'une modification de l'énergie sombre entraînerait des anomalies dans l'histoire de l'expansion de l'univers. L'étape suivante est celle de la vérification. Les astronomes développent de nouveaux programmes d'observation, les théoriciens affinent leurs modèles, et les ingénieurs construisent de nouveaux instruments. C'est un processus long et laborieux, plein d'impasses et de fausses pistes. Certaines hypothèses sont écartées parce que leurs prédictions ne sont pas confirmées. D'autres sont modifiées pour mieux coller aux données. Parfois, résoudre le problème exige une idée entièrement nouvelle et révolutionnaire, capable d'intégrer des faits jusqu'alors isolés dans une vision cohérente. Nous sommes actuellement au cœur de ce processus. Nous avons l'énigme, nous avons des hypothèses concurrentes, et nous avons les outils nécessaires pour les tester. C'est une période incroyablement stimulante pour la cosmologie. Peut-être que la réponse sera trouvée dans les années à venir, grâce au télescope James Webb ou à l'observatoire Euclide, ou peut-être que ce mystère nous accompagnera pendant encore des décennies, exigeant des idées encore plus audacieuses et des technologies encore plus puissantes. Mais quoi qu'il en soit, le processus même de cette recherche enrichit déjà notre compréhension du monde. Chaque hypothèse testée et écartée réduit l'éventail des possibilités et nous rapproche de la vérité. Et c'est précisément là que réside le but ultime et toute la beauté de la science. Nous avons donc fait un long voyage. Et j'espère qu'il aura été apaisant, nous plongeant au cœur de l'un des plus grands mystères de la science contemporaine. Nous avons vu comment l'analyse minutieuse de la lumière provenant de centaines de milliers de galaxies a mené les scientifiques à une conclusion troublante. Notre univers s'assombrit, et ce, beaucoup plus vite que nous ne l'aurions imaginé. Nous avons examiné une multitude d'explications possibles. Peut-être est-ce la faute de la poussière cosmique qui, tel un voile de brume, nous obstrue la vue. Ou bien, l'univers est simplement en train de vieillir, et l'ère de la formation stellaire intense touche à sa fin, cédant la place à une maturité plus sombre et silencieuse. Nous avons même sondé les recoins les plus secrets du cosmos, en spéculant sur la mystérieuse énergie noire, capable de changer ses propriétés et de dicter le destin de l'univers. Nous avons même osé suggérer que nos lois fondamentales de la physique sont incomplètes et que nous sommes à l'aube d'une nouvelle révolution scientifique. Pour l'instant, nous n'avons pas de réponse définitive. Chaque hypothèse présente ses forces et ses faiblesses. L'univers, comme toujours, s'est révélé plus complexe et plus fascinant que nos modèles les plus audacieux. Mais une chose est certaine, nous sommes les témoins d'un moment charnière dans notre compréhension du cosmos. Ce mystère nous pousse à aller de l'avant, à construire de nouveaux télescopes, à élaborer de nouvelles théories et à poser des questions toujours plus profondes. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, en vous plongeant dans ce secret cosmique. J'espère que ce récit vous a aidé à vous détendre et à vous préparer au sommeil. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un like si ce voyage vous a plu. Pfatampunt.
Et avant que vous ne vous endormiez complètement, j'aimerais vous poser une question. Laquelle de ces théories vous semble la plus plausible, ou peut-être simplement la plus belle? Selon vous, que se cache-t-il derrière cette obscurité universelle qui s'installe? Écrivez vos réflexions dans les commentaires. Bonne nuit.